Alright, bienvenue à l'autre monde. C'est Stéphane François Marchand au micro. Sur mon blog personnel qui s'appelle Les Nouvelles Internationales. Ouais, c'est aussi ton micro, le chef à la nôtre. C'est chier de voir et puis de se mettre en action. Il s'agit d'y voir, il y a possibilité d'un autre monde. Eh bien, bonjour, chers auditeurs, et bienvenue dans votre cyber-revue de presse, L'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginal, nous sommes ensemble pour les 2 prochaines heures à cette 196e édition de L'autre monde, eh oui. Alors, il nous reste que cette émission-ci, et puis la semaine prochaine, et puis après ça, on va tomber en pause pour le temps des fêtes. Alors, nous allons prendre une pause qui va durer probablement 3 à 4 semaines, alors soyez avisés, là. Donc, prochaine émission la semaine prochaine, le 12, et puis ce sera la dernière de la saison. Alors, voilà, nous voilà lancés. Donc, vous êtes bien sûr à l'écoute des ondes de Choc FM, la radio officielle de l'Université du Québec à Montréal, donc l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, cette semaine, nous avons une multitude de sujets. Qu'en est-il? Alors, nous allons parler de l'actualité comme d'habitude. Alors, dans la section de l'actualité, nous allons parler du dossier aussi du réchauffement climatique. Alors, beaucoup de nouvelles très intéressantes à ce niveau. Nous allons parler de l'Union nord-américaine, alors et puis d'autres accords économiques, mais dont cette Union nord-américaine qu'on a renommée de toutes sortes de façons, partenariat économique pour la sécurité et la prospérité, là. Donc, toutes sortes d'enveloppes, mais finalement, c'est une harmonisation. C'est quasiment, on est en train d'effacer, si vous voulez, la souveraineté, les frontières entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Alors, on est en train de former une entité économique, un peu comme on a fait en Europe. Alors, on est en train de fusionner, si vous voulez, toutes les nations sont en train de tout simplement outrepasser de la souveraineté et puis, si vous voulez, l'indépendance des pays pour les unifier dans un paradigme économique, alors de gouvernance mondiale. Et puis, ça n'a rien de nouveau. Ça a été abondamment discuté par l'élite du monde. Alors, vous avez un nombre impressionnant de citations, de vidéos, vous pouvez aller voir de documents officiels où on entend ces élites discuter de cette gouvernance mondiale qu'ils veulent installer. Et puis, évidemment, que le meilleur moyen d'y arriver, ça va être à travers le système financier, alors en essayant d'unifier sous une monnaie unique mondiale, éventuellement, et contrôlée par une banque centrale mondiale, par ces banquiers privés qui sont en train de ruiner l'économie du monde en ce moment. Alors, on va parler de ça. On a aussi sur la table le dossier de la Russie, Chine, États-Unis, Iran, Pakistan, Syrie. On va parler brièvement de la Libye, très brièvement. Et bien sûr, quelques nouvelles importantes là, concernant le Japon. Donc voilà, la table est mise. Donc nous sommes maintenant prêts à démarrer. Alors, on va y aller avec les nouvelles d'actualité.
Premièrement, ici, une nouvelle qui parle que, évidemment, suite aux hausses importantes des frais de scolarité à l'université en Angleterre, on s'est retrouvé avec une baisse de 15% des applications pour entrer à l'université. 133 357 candidats qui ont appliqué cette année pour commencer en 2012 à l'université, ce qui est une baisse d'environ 23 759 comparé au même point l'année passée. Ça, ce sont des données qui proviennent des universités et collèges, en fait, du service des admissions des universités et collèges, et qui révèlent un déclin très rapide dans la demande des étudiants européens qui payent évidemment le même prix que leurs pairs britanniques. Écoutez, ça va coûter de plus en plus cher, c'est une tendance. On veut faire en sorte que cette éducation qui était, si vous voulez, qui s'était démocratisée, qui s'était popularisée, c'est-à-dire que tout le monde y avait de plus en plus accès, c'est pas bon pour l'élite. On a besoin de tenir les masses dans l'ignorance et puis seule l'élite devrait avoir accès à la haute éducation. Alors on veut revenir à ces principes-là en montant les frais de scolarité, peu importe sous le couvert de quoi qu'on vous parle, qu'on vous vende. C'est-à-dire que on essaye de nous vendre ici, en tout cas au Québec, puis j'imagine que c'est le même discours un peu partout, c'est que apparemment que là, l'éducation ça coûte cher, puis il va falloir que les étudiants contribuent plus, et puis de toute façon, un peu plus tard, avec leur éducation, ils vont être capables de le repayer rapidement. Ce qui est complètement un faux argument. C'est complètement un sophisme, ça n'a rien à voir. On a plusieurs pays, particulièrement en Europe du Nord, comme le Danemark et principalement la Finlande, qui a un système d'éducation exemplaire, un des meilleurs au monde, c'est pas le meilleur au monde, où l'éducation est extrêmement accessible aux étudiants, même à certains endroits on paie les étudiants pour aller étudier à l'université. Alors si ça fonctionne ailleurs, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ici à la maison, autant au Canada qu'ailleurs. Donc évidemment que la richesse d'un pays, c'est l'éducation de sa population. Ce faisant, on est en train d'amorcer, si vous voulez, je dirais, cet abrutissement de la population générale. Alors, en essayant de refermer le goulot pour qu'il y ait de moins en moins de personnes, surtout de la classe moyenne et les pauvres, qui puissent aller s'éduquer puis espérer avoir un futur meilleur. Donc, vous devez comprendre aussi que entre 6 et 7 universitaires sur 10 ici au Québec, et puis je crois que c'est à peu près la même situation dans plusieurs autres pays, quand ils finissent l'université, même s'ils ont un diplôme, 6 ou 7 étudiants, je crois que ça va même jusqu'à 8 sur 10, n'arrivent pas à trouver de l'emploi relié à leur domaine d'études. Alors, comme je vous disais, c'est des faux arguments en disant que ces personnes-là peuvent trouver un emploi payant puis rapidement rembourser leurs dettes. De toute façon, quel genre de départ que c'est dans la vie que d'obliger sa propre population à commencer dans la vie avec des dettes de quelques dizaines de milliers de dollars qu'on doit à des banques, hein, avec des intérêts. Donc, je crois qu'aux États-Unis, la dette des étudiants se chiffre maintenant à 1 trillion de dollars, juste vous donner une idée. Alors, c'est des chiffres astronomiques. Donc, voilà, c'est ce qui va arriver un peu partout. On va continuer de monter les prix. En Angleterre, ça va coûter 9000 livres par année, environ 3 fois plus que le maximum courant. Alors, ça va augmenter de 3 fois, imaginez, en Angleterre. Alors, c'est pourquoi vous avez vu des grèves des grèves, finalement, des manifestations très importantes là, en Angleterre de la part des étudiants, avec raison. Alors, on poursuit avec, un peu dans ce domaine, on parlait des merdias ici au Québec. On est pris avec, je vais faire une petite parenthèse ici, là, parce que des fois, on a besoin de faire une thérapie sur l'émission ici, puis ça va être... je pense que ça va être très bon aussi pour plusieurs des auditeurs ici québécois. Je sais pas c'est quoi la situation dans vos autres pays d'où on écoute l'émission ici, mais il y a vraiment une campagne de démonisation des musulmans et des islamistes assez incroyable qui est en cours partout dans nos sociétés, dans nos médias, dans les films. C'est vraiment partout, tellement que le commun des mortels qu'on rencontre sur la rue, des fois sort des remarques assez spéciales. C'est quasiment une régurgitation directe là, de ce qu'on entend partout à la télévision, comme quoi que ces gens-là sont tout en guerre, qui sont des terroristes, qui nous veulent du mal, etc., etc.
Euh, Ici au Québec, on a droit depuis plusieurs semaines, c'est pas plusieurs mois, à un procès qui est éclaboussé de façon extravagante. On en beurre épais, là, je veux dire, c'est vraiment exagéré, ça n'a aucun sens. À tous les jours, on nous tient au courant comme c'était un chef d'État charismatique et extrêmement important pour l'État qui est impliqué dans un scandale ou un truc du genre. Je veux dire, ça n'a aucun sens. C'est comme si une météorite était pour frapper la Terre et puis que là, à chaque jour, on faisait des rapports là, à savoir si la météorite là s'alignait sur nous ou pas. C'est complètement débile. Et puis je fais allusion ici au procès Chafia au Québec. En fait, c'est pas au Québec, c'est en Ontario, mais on en parle ici jusqu'au Québec de façon continuelle, constante, sans arrêt, quotidiennement, comme si c'était de quoi qui nous intéressait en premier lieu, comme si c'était de quoi qui était si important que ça. Je sais pas combien il y a de procès pour meurtres qui sont en cours ou qui ont lieu dans une année au Canada. Je serais curieux d'avoir les statistiques, j'essaie de les trouver, j'ai pas été capable de mettre le doigt sur ça. Si vous avez des informations par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire, là. Ça me ferait bien plaisir de connaître les statistiques par rapport à ça. Si vous travaillez dans le domaine légal ou quoi que ce soit, eh bien, ça serait intéressant à savoir. Mais de toute façon, il y a certainement des dizaines et des dizaines quand même de procès pour meurtre qui ont cours dans une année au Canada. Et puis, on en entend parler que d'un. Et puis, c'est de cette famille Chafia. Alors, des gens qui euh, qui sont musulmans et puis qui bon apparemment que on aurait affaire à un crime d'honneur, c'est-à-dire que le père et je crois le fils auraient tué des membres de leur famille, puis là chaque jour on nous raconte comment ces femmes-là étaient terrifiées de vivre et vivaient dans la peur et c'était quasiment une torture mentale de vivre sous leur père et puis j'en conviens, c'est possible que ça se soit passé, mais je veux dire qu'on en parle à tous les jours constamment, comme si c'était la chose la plus importante. À un moment donné, il faut s'ouvrir les yeux, là. Je veux dire, on est en train de faire du bourrage de crâne, et puis c'est bien facile d'utiliser ce procès-là pour essayer de peindre une image bien négative de tous les musulmans et tous les islamiques. Alors, franchement, là, une grosse caisse d'oranges pourries aux médias, qu'on appelle avec justesse les merdias, de plus en plus. Donc, on continue avec les nouvelles de l'actualité ici. C'est intéressant, une nouvelle publiée par le Washington Post le 17 novembre. On apprend que une deuxième expérience confirme qu'on a trouvé avec ce centre d'expérience, le CERN, qui se trouve être l'European Council for Nuclear Research, qui se trouve être l'accélérateur de particules sur la frontière française et suisse. Alors, écoutez, on a vérifié parce que la première fois, on avait trouvé de quoi d'assez renversant qui finalement vient contredire toute notre science en fait à laquelle on adhère jusqu'à maintenant, c'est que on confirme l'existence de particules qui vont plus rapidement que la vitesse de la lumière. Donc, un article ici à aller trouver, donc très intéressant. Ensuite, une autre nouvelle, si on parle, on a trouvé le premier dauphin vivant depuis le volcan de pétrole de BP, vous vous rappelez, dans le golfe du Mexique. Alors, on n'avait pas aperçu de dauphin vivant depuis ce temps-là, depuis le 20 avril 2010. Alors, ça vous montre un peu là à quel point que évidemment, l'écosystème a été sévèrement atteint et puis continue de l'être jusqu'à aujourd'hui, alors qu'encore là, les médias ont complètement cessé d'en parler. Écoutez, comme vous avez pu vous rendre compte les semaines passées aussi, avec le dossier de Fukushima, il est assez évident que si on parle pas de Fukushima, de ce qui se passe là, on va encore moins parler de ce qui s'est passé à BP, alors que ces désastres total, je veux dire historiques, absolument catastrophiques, ont encore lieu, je veux dire, se poursuivent en ce moment même. Et la gravité de ces situations-là est incommensurable. Je veux dire, c'est à peine comprenable. Je veux dire, j'en ai parlé dans les émissions précédentes, le pétrole continue de s'échapper du fond du golfe du Mexique à travers les fissures et puis les strates géologiques qui sont complètement poreuses et fissurées. Alors, on a beau avoir supposément colmaté le seul puits qui, en fait,
comme je l'ai démontré dans plusieurs articles dans le passé sur les sites du Québec et les Nouvelles internationales et Sans Papier, dont je suis l'éditeur. C'est qu'en réalité, il existait possiblement deux, peut-être même trois de puits que BP exploitait. Et puis, bon, il y a eu toute une scène où on nous a montré supposément un puits qu'on avait colmaté, puis alors que probablement on n'avait jamais été capable de vraiment colmater tous les puits, et encore moins tout le fond marin qui est complètement en train de suinter du pétrole à grande quantité. Alors, même affaire avec Fukushima. Donc, on va y revenir d'ailleurs avec cette histoire de Fukushima. Une autre nouvelle importante, les radiations des téléphones cellulaires et puis de tous les gadgets qui fonctionnent avec le Wi-Fi rendent les gens malades. Et puis, on pose la question dans le titre, sommes-nous tous menacés d'un certain sens, donc placés dans une situation de risque. On répertorie, si vous voulez, on fait une liste là, un peu de toutes les étapes, là, si vous voulez, de cette avancée des transmissions à travers, c'est-à-dire à haute fréquence, à travers les airs, alors que ce soit téléphone cellulaire ou tous les autres petits gadgets qu'on utilise, jusqu'au téléphone, c'est-à-dire à l'ordinateur portable, alors au laptop, comme on les appelle. Donc, on est en train de se rendre compte que finalement, on est en train de participer, l'humanité entière, à une expérience sans précédent, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vécu baigné dans un océan comme ça de fréquences très élevées et puis qui nous traverse le corps sans cesse, 24 heures sur 24. Donc on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de dommages qu'on ne soupçonnait pas à notre vie biologique, au fonctionnement biologique essentiel du corps et même des animaux. On parle de troubles soit psychologiques, c'est-à-dire que ça peut interférer avec les ondes cérébrales, insomnie, migraine, ça peut entraîner aussi un dézippement, si vous voulez, des chaînes d'ADN, ça peut endommager l'ADN. Ainsi de suite, des effets cancérigènes et j'en passe et j'en passe. Alors un article très important. Faites attention, essayez d'être conscient de ça. Je vous le dis, ça fait quand même aussi quelques années qu'on en parle ici sur l'autre monde, puis de plus en plus d'études sortent et confirment ce fait de plus en plus. Et puis avant d'arriver avec une tumeur du cerveau ou quoi que ce soit, ben peut-être qu'il serait temps de reconsidérer un peu votre relation face au téléphone cellulaire puis tous ces gadgets là, qui utilisent en fait qui sont sans fil, qui utilisent des hautes fréquences pour fonctionner. Avant de tomber malade et puis des fois des trucs qui sont irréversibles. Écoutez, on parle de risques des fois jusqu'à 25% plus élevé pour les gens qui utilisent le téléphone cellulaire de développer différents types de cancers, même des tumeurs cervicales, et ainsi de suite. Donc voilà, ainsi de suite. Et puis ben un autre article ici qui va dans le même sens où on parle justement des ordinateurs là, portables qui pourraient porter atteinte à la fertilité. Alors ça a été publié dans le journal de la fertilité et de la stérilité, montrant que les radiations des ordinateurs portables qui fonctionnent avec le Wi-Fi endommagent le sperme. Donc, écoutez, là, il y en a beaucoup d'études comme ça qui sortent, donc réellement faites attention et puis pensez à ça. Ensuite, bon, dans le dossier du réchauffement climatique, avec ce sommet qui se tient tout le temps en Afrique du Sud, et puis qu'on essaie de vous pousser des nouvelles taxes, et puis qu'on essaie de vous faire à croire que vous devez de l'argent. Hein. Je voyais dans la presse en fin de semaine qu'apparemment le Canada doit 19 milliards de dollars, alors ce serait sa dette climatique. Alors c'est vraiment n'importe quoi, un chiffre sorti de nulle part, complètement arbitraire. On essaie de vous faire avaler des couleuvres, c'est incroyable. Alors soudainement, nous, on se réveille samedi matin, et puis hop, hey, hein, on apprend que là, coudonc, on doit 19 milliards de dollars. Et puis là, en sous-titre, eh ben, on apprend que c'est les payeurs de taxes qui vont devoir assumer cette dette qui sort de vraiment, j'aimerais savoir de quel chapeau. Et puis, on la doit à qui, où va aller cet argent? Alors, j'aimerais bien savoir. Donc, toutes sortes d'imbécileries comme ça pour essayer de vous suturer le plus d'argent possible dans un autre des plus grandes fraudes historiques que la planète ait connues, que l'humanité ait connues. Incroyable, qui est en train réellement de se démonter d'elle-même sur la place publique, alors que
les évidences scientifiques et puis non seulement ça, mais les fuites aussi de communication ou encore de courriels entre ces têtes qui mènent ce mouvement, qui mènent ces supposés groupes de scientifiques qui sont complètement corrompus et achetés, alors la science au service d'un agenda politique, où on a essayé de camoufler des périodes climatiques de 200, 300, 400 ans de réchauffement climatique encore plus intense qu'ici il y a environ 1000 ans, et des évidences dans ces courriels où on parle de toutes sortes de manipulations, de cacher, des refroidissements climatiques, de dissimuler, d'utiliser des coefficients pour essayer de rendre pire des hausses de température qui étaient minimes, ainsi de suite. Je veux dire, c'est vraiment bouleversant de voir ça. Pour vous donner un exemple de ça, vous avez ces fameuses prédictions sur la montée du niveau des océans qui sont avérées être des fausses alarmes, les niveaux qui fluctuent sans cesse, déclare un expert dans des changements climatiques. Alors ça vient de... vous savez, on parlait des Maldives qui pourraient être complètement submergées par les vagues. On voit que maintenant, ça n'a aucun sens. C'est l'ancienne tête là, du département de Stockholm, de l'Université de Stockholm. La tête ça s'appelle de la paléogéophysique et puis géodynamique. C'est tout un département, vous voyez, donc c'est pas des têtes de linotte là, qui parlent ici. Lui, ce monsieur-là déclare que les hausses et les baisses de niveau des océans sont dues à des fluctuations historiques naturelles. Alors, voyez toutes sortes de nouvelles comme ça qui sortent. Ensuite, vous devez considérer que ça fait 4 hivers d'affilée qu'on vit, qui sont réellement très froids, surtout en Amérique du Nord et puis en Europe, vous avez vu ça. Vous avez les résultats aussi du CERN. Alors, eux autres, encore là, c'est le laboratoire dont je parlais un peu plus tôt, qui ont découvert qu'il y a des particules qui vont plus vite que la vitesse de la lumière. Alors, eux aussi ont trouvé dans leur recherche, ils sont arrivés avec des résultats que le Soleil a une influence dominante. En fait, c'est l'influence la plus dominante sur le climat. Alors que les fameux réchauffistes aux Nations Unies sont encore en train de pousser leur nouvel ordre mondial et puis leurs fausses solutions et puis finalement leur dette et taxation pour essayer d'appauvrir la planète entière et puis après ça utiliser cet argent-là comme ils veulent. Alors vraiment des gens qui n'ont jamais été élus, qui ne représentent personne d'autre que leur propre intérêt, les intérêts des encore là des banquiers financiers qui sont derrière ça, alors Goldman Sachs, toute cette gang-là, le FMI, vous avez la Banque mondiale, vous avez évidemment les Rockefeller, les Rothschild sont impliqués là-dedans. Toute la même gang de rats, psychopathes, malades mentales qui veulent contrôler le monde. Alors la même gang, c'est la même maudite gang, ok? Faut être conscient de ça. Vous avez toutes sortes d'articles comme ça, allez consulter un autre ici très important où on essaye de cacher, si vous voulez, la quantité de glace qui croît en Arctique, ok? Ça aussi, là, c'est assez particulier parce qu'on a tout le temps ces supposés experts gouvernementaux qui nous disent tout le temps que la glace en Arctique continue de décliner depuis 2007 à des supposés taux records. On dit que tout fond, je veux dire qu'il n'y aura plus de glace et puis ça n'a aucun sens et puis là on panique et alors que si vous regardez les données satellites, ici vous avez le NORSEC SSMI, ok, vous avez clairement ici des courbes qui montrent que la glace se forme à des taux records et non fond à des taux records. Ok, là vous avez toutes les données ici pour 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. La source aussi de ça se trouve à être, comme je disais, les données satellites avec des images, des observations par satellite. Alors, vous avez toutes les données ici, allez vérifier par vous-même. Et puis, vous allez voir que là, les taux de glace dans l'Arctique sont revenus pas mal à ce qu'ils étaient en février. Alors, voyez là, que c'est en fait en train de remonter. Là, écoutez, chers amis, en fait, ça remonte jusqu'à 2007. Là, vous voyez, là, on est en train de revenir à des taux normaux d'avant il y a 10 ans. C'est ça qu'on vous cache tout le temps. Vous voyez un peu le travail des médias qui vous désinforment, vous remplissent de désinformation et puis finalement vous n'arrivez plus à comprendre ce qui se passe réellement dans le monde. On dirait qu'il y a deux réalités parallèles qui coexistent. Il y a celle en carton qui est promulguée, qui
moulé, façonné, si vous voulez, ingénieré par les ingénieurs sociaux via les médias de masse, les films, et puis, si vous voulez, les autorités, l'élite, le gouvernement. C'est pas l'histoire de conspiration, c'est tel quel, là, je veux dire. Et puis après ça, ben vous avez la réalité sur le terrain. Je veux dire, regardez ce qui se passe à Fukushima, puis ce dont les médias rapportent. Je veux dire, c'est ça l'exemple, un des exemples parfaits. Regardez la fameuse crise du H1N1. Bon, la réalité et puis l'hystérie qui est écrite dans les médias, c'est la même affaire. Je veux dire, c'est tout le temps la même affaire. Donc, écoutez, série d'articles là, qui sont révélés, comme je vous disais. Ici, Michael Mann et puis son travail avec probablement des faiblesses probables et puis qui montrent qu'ils sont clairement déficientes et on parle bon, de toutes sortes d'affaires. Ici, vous voyez, là, vraiment, ça, c'est des citations de ces fameux courriels-là. On dit ici dans un autre courriel qu'on doit rendre en fait les données le plus impénétrable possible. Alors on essaie de rendre ça incompréhensible pour les gens du commun du mortel. Ensuite, vous avez une autre personne, Mann, qui est écrit à Monsieur Revkin, qui dit Use me but don't quote me. Alors utilisez-moi mais ne me citez pas. Alors ils sont tellement embarrassés par leur propre travail et penser qu'ils ne veulent même pas être cités. Alors vous voyez un peu la crédibilité de ces gens-là. Crédibilité zéro, là, chers auditeurs. Crédibilité zéro, 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 zéro. Ensuite, vous avez Brifa qui, ça c'est une autre personne qui devait revoir son propre travail. Alors imaginez au lieu de faire vérifier son travail par quelqu'un d'indépendant, alors on revoit ses propres travaux. Alors puis on se demande s'il n'y a pas un potentiel conflit d'intérêts. Ainsi de suite, là, je veux dire, vous voyez là vous voyez rapidement qu'il y a un grave problème de crédibilité de ce côté-là. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Un autre article ici qui démontre très clairement que les scientifiques, les réchauffistes, en fait, ont eu collusion avec des officiels du gouvernement pour cacher les recherches qui ne fitaient pas avec leur vision apocalyptique du réchauffement climatique. Des experts qui étaient sous les ordres des officiels du gouvernement américain et britannique, qui devaient produire des messages très forts. Ensuite, on parle encore là de corruption intellectuelle qui pue. Imaginez là, je veux dire, c'est quand même assez incroyable. Vous avez des scientifiques qui demandent qu'est-ce qui arriverait si les gens se rendaient compte que les fluctuations climatiques étaient naturelles. Ils disaient ils vont tous nous tuer. Alors, vous voyez un peu là, les gens savaient consciemment qu'ils nous mentaient. C'est incroyable. Ça, c'est les gens qui sont à la tête là, de toutes les données sur lesquelles le GIEC se base et l'ONU et sur lesquelles on se base après ça pour tenir des sommets sur les changements climatiques en Afrique du Sud. Ok, c'est vraiment au top. C'est ce type de gens-là. C'est pas des gens à la base et des mauvaises pommes comme ça, isolés, des cas isolés. Non, 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 c'est au sommet. Ok. Ensuite, ben il y a peut-être des questions à se poser aussi, à savoir, parce qu'il faut savoir consciemment que c'est cette même clique-là, ces mêmes gens qui essayent de vous vendre le concept de la surpopulation mondiale et puis que il faudrait, si vous voulez mettre en place un agenda de dépopulation mondiale, oh oui, c'est ces mêmes gens-là, hein, vous savez, c'est intimement lié, vous voyez le message, alors c'est connecté, c'est la même affaire, c'est la même gang, allez voir, c'est les mêmes gens qui ont rédigé ces documents qui ont donné lieu à cette folie du réchauffement climatique là, qui est née avec le premier sommet de la Terre. Et puis là, vous vous rappelez, la semaine passée, on a parlé de ces scientifiques fous qui ont modifié génétiquement le virus H5N1 qui se trouve à être de la grippe aviaire et puis qu'on l'a rendu extrêmement contagieux et qui pourrait être facilement passé entre des millions de personnes en un très court instant et puis qui a jusqu'à date environ 50% de chances de tuer. Ok, donc et puis là, écoutez, non seulement ça, mais l'affaire c'est qu'on a rendu public, on a publié les instructions en 12 étapes pour comment créer ce super virus mortel extrêmement contagieux H5N1. Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, c'est à se péter à la tête d'un mur, là. On se comprend-tu que, on comprend, je veux dire,
Les mots manquent, là. Je veux dire, voyons donc, c'est quoi, après quoi c'est quoi qu'ils veulent, là? C'est quoi qu'ils cherchent? C'est quoi le but de créer un virus comme ça, extrêmement contagieux et extrêmement mortel? Puis en publier après ça le comment faire en 12 étapes pour recréer ce petit virus chez eux dans son salon. Il faudrait peut-être savoir qui a financé ces gens-là, puis peut-être qu'on commencera à comprendre quelque chose. Est-ce que ce ne serait pas justement ces gens-là, ces psychopathes qui sont derrière justement le réchauffement climatique causé par l'homme? On essaie de vous blâmer, on dit, c'est des citations, là, on dit que c'est l'homme qui est le problème. Il faut faire en sorte que l'homme est le problème. On a des citations de gens comme des gens qui disent que ça soit vrai ou pas, le réchauffement climatique, on doit sortir avec des phrases, si vous voulez, des speeches qui sont extrêmement épeurants, troublants, qui vont faire peur aux gens, ok, pour essayer de les faire entrer dans un état de transe, d'hystérie, pour qu'après ça, ils supportent toutes les mesures contre le réchauffement climatique. Mais ce sont ces mêmes gens-là qui parlent de dépopulation mondiale, de contrôle de la population mondiale. Et puis, vous avez plusieurs de ces gens-là qui voient finalement la race humaine comme étant simplement des limaces, hein, comme des insectes, pire que du bétail. On nous appelle des cellules cancéreuses, des tumeurs. Vous avez les gens du Club de Rome, dans un document qui s'appelle Mankind at the Turning Point, qui ont écrit noir sur blanc que la Terre a un cancer, puis que ce cancer, c'est l'homme. Et puis, ben, on parle justement d'un cancer qui est en fait une multiplication incontrôlée des cellules, et puis que l'explosion de la population mondiale est une forme de cancer, finalement. Vous voyez un peu, ça vient du prof Paul Ehrlich, qui a écrit un livre qui s'appelle The Population Bomb. Vous voyez là, c'est le genre de pensée qui est au sommet de tout ce mouvement-là. Toutes sortes de trucs comme ça où on parle que finalement une population totale de 250 à 300, 400, 500 millions de personnes serait l'idéal. Vous avez ici Ted Turner, le fondateur de CNN, et puis un majeur donateur aux Nations Unies, lui a déclaré qu'une population totale de 250 à 300 millions de personnes, donc un déclin de 95% des niveaux présents, serait idéal. Voyez un peu le type de personne. OK. Vous avez le Club de Rome ici, Goals for Mankind, où on parle qu'une population d'environ 500 millions serait l'idéal, mais en tout cas en deçà de 1 milliard. Donc, vous voyez l'UNESCO, Jacques Cousteau ici, il dit aussi qu'il faudrait éliminer 350 000 personnes par jour pour stabiliser la population du monde. Il disait lui que c'était une chose horrible à dire, mais que c'était aussi mauvais que de ne pas le dire. Alors, vous voyez un peu. Donc, est-ce que ce serait pas justement les ultra riches, cette même hyper classe, en fait, c'est même pas le 1% comme le mouvement Occupy Wall Street le décrivait, c'est le 0,1%. Hein? C'est quelques dizaines de milliers d'individus sur la planète Terre qui possèdent la majorité de la richesse mondiale, qui nous voient, nous autres mortels, comme de la merde, à être écrasés du bout du pied. C'est littéralement comme ça, là. Je veux dire, vous avez des citations de ces gens-là qui se voient comme étant une classe différente de la race humaine, là. Ils se voient complètement là dans une classe supérieure, là. OK? C'est pas des hallucinations là dont je parle ici, chers auditeurs. Il y a des citations, vous avez des vidéos, vous avez des documents qui sont écrits. OK? Alors ces gens-là, quand ils vous regardent là, du haut de leur empire, eux autres, là, ils vous considèrent grosso modo comme des chenilles, là. OK? Donc, comme vous avez vu un peu là avec ces manifestants du mouvement Occupy Wall Street, les étudiants aux États-Unis qui ont été aspergés de poivre de Cayenne, qui, disons-le, est une arme chimique, alors que ces gens-là étaient accroupis à terre avec les mains sur la tête, ne faisaient absolument rien. On les arrosait comme si c'était des coquerelles. Mais c'est comme ça que l'élite vous voit. Comme des coquerelles. Comme des putains de coquerelles. Alors pour eux, vous exterminer puis engendrer
un processus de dépopulation accélérée de la planète. Eux autres, ils n'en ont rien à foutre. Alors des Fukushima pour eux autres, c'est très plaisant. Une crise environnementale causée par les graines Terminator OGM qui ne se reproduisent plus l'année d'après. N'importe quel dérape. Un super virus aviaire modifié en laboratoire, publié en comment le reproduire en 12 étapes, publié publiquement. Maudite bonne excuse après ça en se lavant les mains. Bof, on l'a pas vu venir. Mon Dieu, regardez ça, d'où ça sort ce virus-là. Oh mon Dieu, ben non, c'est pas nous autres. Ben non, c'est pas nous autres. Ils publient le comment faire en 12 étapes pour modifier un virus, pour en faire le virus le plus mortel que la planète a jamais connu. Qui pourra avoir un intérêt derrière ça à financer des scientifiques pour que ça sorte? Voyons donc, là. Peut-être des gens qui nous voient comme des coquerelles? Hein? C'est assez particulier quand même. Rappelez-vous qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918, on avait tué un maximum de personnes, un système de tranchées, qui finalement semblait quasiment intentionnellement designé pour tuer un maximum d'humains, en créant un minimum de dommages aux bâtiments, à l'infrastructure environnante. Donc on avait des lignes et des lignes de soldats qui chargeaient en ligne, qui étaient après ça descendus au machine gun, bam 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 bam, hein, pour l'amour de leur pays. Alors là, écoutez, chers amis, tout de suite après ça, whoop, tout d'un coup, on est arrivé avec un virus qui a tué encore plus que personne que la guerre n'a jamais faite, la Première Guerre mondiale, qui a été appelée la grippe espagnole, qui en réalité n'avait rien d'une grippe espagnole, et en fait était apparu suite à une série d'expériences de vaccination à un camp qui s'appelle Camp Foston au Kansas. Et puis de Camp Foston, vous avez une infection comme ça qui s'était déclarée à travers le territoire et puis après ça à travers le globe entier. Ben ouais. Et puis on avait après ça des estimations du nombre total de morts aussi haut que 100 millions de personnes à travers le monde. Et puis maintenant on sait que on a eu des scientifiques qui ont été payés pour recréer cette fameuse grippe de 1918. Le CDC aux États-Unis a créé des variations de la grippe aviaire, porcine, et on a mélangé ça aussi avec la grippe humaine, qui était un mélange identique à ce qu'on a trouvé pour la supposée pandémie du H1N1. Vous vous rappelez de ça? Commencez à connecter un point, vous voyez venir un peu, là? Puis là, maintenant, boum, on arrive avec ce fameux H5N1, qui est finalement, écoutez, en anglais on dit weaponized. Hein? Donc weaponized, ça veut dire qu'on en fait une arme. On vous livre même comment en faire une arme en seulement 12 étapes, facilement à faire. Maintenant qui est rendu public, accessible à tout le monde. Faites ça chez vous, durant votre party de Noël. C'est fantastique. Alors, est-ce qu'on est en train d'assister à une bombe de dépopulation qui pourrait être, si vous voulez, relâchée par la classe des ultra-riches, le 0,1%, hein, qui trouve qu'il commence à avoir pas mal trop de monde dessus leur planète qui pense qu'ils leur appartiennent, en disant que, oh, on ne sait pas qui a fait ça. Voyons donc. Qui a fait ça? Ben ouais, vous avez des gens comme Andrew Carnegie, qui a ouvertement déclaré, lui, que les ultra-riches, souvent, se voient eux-mêmes comme étant une race, une espèce séparée et distincte du reste de l'humanité. Ah ouais. Peut-être qu'on commence à comprendre pourquoi ce type de personne serait prête à exterminer 90% de la population mondiale. Ça n'a rien à voir avec de quoi qui est bien nouveau d'ailleurs. C'est un concept qui est inclus dans certaines religions en tout cas, qui voient les autres êtres humains à l'extérieur de leur propre religion comme étant tout simplement une forme de bétail humain. Alors, vous savez, longue histoire les religions, hein? On retourne à quelques milliers d'années dans le passé. Alors, comme je vous dis, c'est rien de nouveau ces types de pensées-là. C'est rien de nouveau. C'est de quoi qui traverse les temps. Vous avez on dirait une élite qui, à travers des anciennes religions babyloniennes, ainsi de suite,
à travers des différentes sociétés secrètes, loges, vous avez des loges orientales, occidentales, maçonniques, ainsi de suite. Je veux dire, on se transfère le pouvoir et puis c'est une genre de mentalité. Et puis on arrive à un point tournant. Si vous pensez que c'est complètement flyé ce que vous entendez en ce moment, puis que c'est complètement déluré, que ça n'a aucun sens, que c'est une hallucination totale, c'est correct. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous êtes maître à bord, vous êtes maître de votre destinée et vous êtes maître de ce que vous voulez bien penser. Sauf que ça change rien au fait que il y a une élite mondiale qui pense comme ça. Puis peu importe ce que vous en pensez, que ça soit fou, que ça soit pas fou, que ça soit vrai ou pas vrai, il y a des gens qui pensent comme ça. Puis c'est malheureusement des gens qui ont un pouvoir assez important. Alors, ouais. Donc, manipulation, fausse science, une science qui a été pervertie et corrompue pour servir des intérêts particuliers. Vous aviez les anciennes têtes de Greenpeace qui a d'ailleurs dû admettre, je pense que c'est l'année passée, on faisait capoter les gens à propos du Groenland qui supposait perdait ses glaces. Alors on avait admis avoir grandement exagéré. Vous aviez Phil Jones, la tête de l'université de East Anglia, du département des recherches climatiques, qui alimente directement le GIEC. Donc Phil Jones qui avait admis que le réchauffement avait cessé il y a 15 ans. Il y a 15 ans? Ben oui. C'est quand même particulier. Alors que vous avez d'autres fous comme Al Gore qui insiste que la température du cœur de la Terre est de l'ordre de millions de degrés. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Alors qu'il a utilisé des images générées par ordinateur d'un film qu'il a tout simplement volé, alors voyez, et que des cours britanniques l'ont accusé d'avoir utilisé plusieurs mensonges et mauvaise représentation de la réalité dans son fameux documentaire là, The Convenient Truth. Donc c'est ça ce dossier-là. Donc écoutez, on va continuer sur d'autres choses là, mais je veux dire c'est important de bien démonter ça. Bon, maintenant vous avez ici ces gens-là qui vous demandent après ça de leur faire confiance. Donc on crée des virus extrêmement mortels, hautement contagieux. Puis après ça, d'un autre côté, on vous dit d'immuniser vos enfants ou sinon vous allez perdre vos bénéfices. Alors on a déclaré ça, on a carrément dit ça aux parents australiens, alors qu'on a menacé d'enlever les bénéfices là, sur les impôts, et ainsi de suite, si leur enfant n'était pas complètement immunisé. Ben oui. Alors, on dit que les familles pourraient perdre jusqu'à 2100 $ australiens par enfant en bénéfice si les familles refusaient la vaccination. Wow! Donc voilà une autre superbe tentative ici du gouvernement australien cette fois pour forcer la vaccination sur les enfants. Donc voilà, donc d'autres nouvelles ici, peut-être un peu plus positives. Vous avez le gouvernement suisse qui a déclaré que le téléchargement pour l'usage personnel était légal, alors très intéressant. Amnesty International, lui qui pousse l'Éthiopie, la Tanzanie, la Zambie à amener George W. Bush en justice pour crimes de guerre. Alors très intéressant ici. Lui, il déclare qu'on a largement suffisamment de preuves pour amener George W. Bush en cours dans sa responsabilité dans les dossiers de torture. Quand même assez intéressant aussi comme nouvelle. Vous avez ici une autre nouvelle qui a été publiée par Press TV où on apprend que les États-Unis ont utilisé des armes nucléaires en Irak et en Afghanistan. Vous avez bien entendu. Les États-Unis auraient utilisé des armes tactiques nucléaires dans sa campagne militaire contre l'Irak et en Afghanistan, selon des experts du Moyen-Orient qui étaient interviewés sur Press TV. Donc ici là c'est une nouvelle assez importante. On parle jusque dans les montagnes de Tora Bora en Afghanistan. Alors on parle ici de ce consultant du Moyen-Orient, Peter Eyre, et lui a pointé sur le fait qu'on utilisait des bombes atomiques dans ces régions-là.
et assez puissantes qui ont en fait même créé des tremblements de terre dans cette région. Donc on dit que c'est une violation des conventions de Genève et puis qu'il devrait être poursuivi pour crime de guerre. Alors un article très intéressant ici, allez voir. Un autre ici, le pauvre Canada, je dis le Canada descend là dans les affres du contrôle sioniste. Je veux dire, c'est vraiment incroyable de voir ça. On apprend dans cette nouvelle-ci que vous avez le parc Canada qui a été construit, donc financé par vous, payeurs de taxes canadiens et québécois. Écoutez, ça c'est incroyable, là. Ça vient du site de Jewish National Fund of Canada qui montre que le Parc Canada a été construit sur des territoires occupés par des villages palestiniens qui ont été détruits et ethniquement nettoyés à l'intérieur même de la banque, en fait, de la Cisjordanie occupée. Alors vous avez la carte, ainsi de suite, et puis vous allez trouver cet article-là qui vous montre que ce parc-là a été carrément construit sur des parties du territoire palestinien occupé par les Israéliens. Alors vraiment là, une honte totale pour le Canada. Ensuite, on parle du mouvement Occupy Wall Street. Alors vous avez une bonne nouvelle ici, des policiers qui traversent les lignes et défectent les rangs des policiers pour se rendre dans les rangs de Occupy Wall Street. Alors ça, c'est la police à Los Angeles. Très intéressant ici à aller voir, alors qu'on apprend que on a arrêté plus de 300 personnes à Los Angeles. Ça c'était un des derniers camps on a tenté de démonter. On apprend ici que on a finalement un total de 5000 personnes qui ont été arrêtées depuis le début là, de ce mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis. Quand même assez incroyable. Mais là, vous commencez à avoir de la police qui change de rang. Ensuite, vous avez aussi, comme je vous disais, en Angleterre aussi, vous avez des grèves générales d'un bord puis de l'autre. Là, vous avez des grèves massives. Vous avez plus de 2 millions de participants qui a carrément mis le secteur public là, vraiment là, en pause, là, si vous voulez. Réellement, là, ça s'est complètement arrêté, paralysé. Des manifestations massives, les plus importantes qu'on a connues depuis 30 ans en Grande-Bretagne. L'Égypte, ça aussi très important, nouvelle assez incroyable, vous avez une arrivée de 7 tonnes et demie de gaz lacrymogènes qui sont arrivés des États-Unis, alors acheminés vers l'Égypte. Et puis, là, vous avez le personnel portuaire égyptien qui a refusé de signer pour que ces gaz à lacrymogène entrent au pays parce que les autres, ils craignaient qu'ils soient utilisés contre les manifestants égyptiens. Alors, vraiment, là, chapeau, vous voyez des nouvelles quand même positives ici. Ensuite, un autre truc assez troublant où on apprend du New York Times que le fameux scandale là, de hacking, là, vous vous rappelez de Murdoch, Rupert Murdoch, qui avait des antennes un peu partout dans les centres de police, si vous voulez, les postes de police, dans le gouvernement, dans les médias, chez les gens. On épiait vraiment tout le monde. C'est une opération de surveillance. En fait, c'est une opération d'espionnage des services secrets, aucun doute là-dessus, des agences du renseignement. Alors, tout simplement, Murdoch, on apprend dans cet article-là, grosso modo, on peut déduire là, que Murdoch conduisait des opérations de recueillement du renseignement qui se cachait derrière sa façade de journaux. Et puis, la question qui doit être demandée maintenant, qui doit être posée, c'est pour quelle nation ramassait-il de l'information? Alors, je vous laisse répondre. Je crois que c'est assez facile de trouver la réponse. Ensuite, on parle du dossier des drogues. Alors, c'est aussi gros dossier. Dans l'actualité, écoutez, on parle ici de Copenhague qui pourrait très bientôt, c'est très rapproché là, de la légalisation, de la vente du cannabis. Alors, évidemment que il y a tout à comprendre du succès de ce qui s'est passé au Portugal en légalisant les drogues, où on a fortement réduit les problèmes de consommation de drogue dans le pays. Et puis, au lieu de pénaliser les gens qui ont besoin d'aide, eh bien, on les aide. Alors, vous voyez que il y a quelque chose à faire avec ça.
Donc ensuite, ben ici, un peu dans le même dossier, ben, on apprend que les troupes américaines font en fait protègent et sont impliquées, si vous voulez, dans la pousse d'opium en Afghanistan pour protéger et promouvoir, si vous voulez, le commerce de l'héroïne. Alors, c'est ça. Ça vient de la FDA. Alors voilà, de toute façon, ça fait des années qu'on vous le dit. Là, les Américains sont évidemment impliqués dans ce trafic de l'héroïne. Évidemment, c'est des black budgets de centaines de milliards de dollars. Et puis là, ben, on apprend que finalement que la guerre contre la drogue ici se révèle être une totale fraude. Encore là, vous avez des gens de l'appareil militaire américain qui admettent avoir gardé, assisté aussi le trafic très lucratif de l'opium en Afghanistan. Donc, vous savez que l'Afghanistan cultive et produit 92% de tout l'opium mondial. Alors, évidemment, que, comme je vous dis, c'est toute une business de multimilliards de dollars. Des multimilliards, c'est une industrie incroyable là, qui enrichit évidemment Wall Street, la CIA, l'MI6 et différents groupes qui profitent big time là, de ce trafic illicite de la drogue, dont les banquiers. Des banques privées qui ont largement profité de ça et qui profitent aussi du commerce de drogue qui provient du Mexique, des cartels de drogue mexicains. On apprend ici dans son article que d'ailleurs la DEA aux États-Unis ont lavé les profits de la drogue des cartels mexicains. C'est assez incroyable. On apprend que des agents là, sous couvert là, des narcotiques américains ont lavé et importer des millions de dollars en drogue du Mexique vers les États-Unis. Écoutez, là, vous avez plusieurs nouvelles comme ça, c'est incroyable, là. Puis c'est là, vous avez des liens ici, là, justement, qui vous montrent là, que les banques américaines ont joué un rôle crucial pour, si vous voulez, là, faire rouler ce trafic de drogue mexicain, leur permettant d'utiliser leurs installations pour laver l'argent sale, l'argent des narcotiques. Un trafic d'ailleurs qui a coûté la vie de plus de 22 000 personnes au Mexique depuis les 4 dernières années, selon des rapports d'enquête très intéressants là, qui viennent d'être publiés. Donc, écoutez, là, vous avez même un rapport ici qui a été publié en août 2010 par Bloomberg Market Magazine qui montre que vous avez la banque, The Bank of America, la Banque des Amériques et Wachovia qui sont impliqués dans une opération de lavage et recyclage d'argent des narcotiques qui ont été utilisés pour acheter, par exemple, des jets pour acheminer cette drogue-là. Toutes sortes d'affaires comme ça, c'est vraiment hallucinant. Un autre article, on vous montre des tunnels qui ont été creusés sur la frontière mexicano-américaine, 17 photos, assez hallucinant, allez voir ça. Un autre truc assez controversé, c'est Netanyahou qui annule une campagne de publicité assez controversée qu'on avait commencé à montrer à la télévision. Et puis, c'est assez incroyable. En fait, ça vient du ministère de l'Immigration et de l'Absorption aux États-Unis qui essayait de convaincre les expatriés israéliens de retourner en Israël. Et puis, écoutez, on avertissait là-dedans que leurs enfants, les enfants qui se mariaient avec des Américains ou même des Juifs américains, étaient pour devenir assimilés, devenir impurs. Alors, il était important de préserver la pureté de la race. Donc, une nouvelle qui a même fait carrément halluciner les Juifs américains. Les Juifs américains qui ont été scandalisés de voir une telle publicité, campagne publicitaire être présentée à la télévision, comme si les Juifs américains étaient impropres pour marier des Israéliens. Alors, vraiment, là... très osé comme truc. Et puis, écoutez, c'est vraiment pas des farces, là. Vous avez ici la coalition républicaine juive. OK, en anglais, là, aux États-Unis, ils appellent ça The Republican Jewish Coalition. C'est un groupe là, qui existe aux États-Unis qui ont barré Ron Paul des débats présidentiels en déclarant qu'il était trop, si vous voulez, mal guidé, en fait, qu'il est un peu perdu, si vous voulez, et extrême. Donc là, on va inviter Michelle Bachmann, Herman Cain, Newt Gingrich, John Huntsman, Rick Perry, Mitt Romney puis Rick Santorum. Mais on n'invitera pas Ron Paul qui, lui, gagne des débats d'un bord puis de l'autre dans différentes plateformes républicaines et ainsi de suite.
qui gagne la popularité d'une grande frange là, de la population américaine. Mais vous voyez que toutes les autres sont invitées. Alors, vous voyez vraiment encore là le lobby israélien qui contrôle la politique américaine. Et vous voyez que tous les autres candidats se mangent dans la main du pouvoir sioniste israélien. Et puis, le seul qui ne mange pas dans la main est complètement exclu de ces débats-là. Alors, vous voyez carrément le traitement médiatique des merdias, comme je disais. Donc, plusieurs nouvelles sur Ron Paul, dans le fond. Là, vous allez voir aussi là, que Ron Paul gagne des débats puis qu'on essaie tout simplement de fermer la gueule. Donc voilà, gros topo pour l'actualité. Donc nous, on va faire une petite pause musicale. Vous allez voir cette émission-ci. Là, je vais essayer de vous glisser quelques petits morceaux de Noël. Alors, de très bons vieux chanteurs américains comme on écoutait quand j'étais plus jeune, en fait. Je vais vous les faire découvrir à ceux, peut-être nos auditeurs européens qui sont au moins au fil de ces nouvelles, probablement qu'ici les Québécois vont les reconnaître. Alors, les vieux chanteurs américains et chanteuses américaines fait que leur voix, vraiment une voix feutrée, incroyable, ça fait mieux que quiconque chanter ces vieux classiques de Noël. Alors, voilà, donc, on part en petite pause et on se retrouve tout de suite après avec le dossier de Fukushima et puis l'Union nord-américaine. Eh bien, nous voilà de retour. Voici maintenant quelques nouvelles de Fukushima. Alors, à chaque semaine, j'essaie de vous tenir au courant de ce qui se passe. Excellent article auquel ici je vous réfère, qui résume à peu près, somme toute, assez bien ce qui s'est passé la semaine dernière dans ce dossier de Fukushima. Un excellent article là, qui a été publié sur Sans Papier, auquel je vous invite là. À vous rendre. Un article de Olivier Cabanel. On appelle Fukushima le début de la fin. Alors, c'est un peu comme un article que j'avais publié, Adieu Japon, qui avait ramassé quelques commentaires où on me disait « Oh, voyons, t'es bien négatif, ça n'a pas d'allure, c'est pas la fin du Japon. » Ben, voyons. Alors, voilà, écoutez, au moment où l'on apprend que 8% du territoire japonais, soit 32 000 km², est perdu pour des dizaines d'années et que les scientifiques profitent de l'opportunité offerte pour découvrir ce qui va arriver avec le corium, le directeur de la centrale de Fukushima, malade, se refuse à imaginer que la catastrophe y soit pour quelque chose. Écoutez, là vous avez 3 ouvriers qui seraient déjà morts depuis l'accident et là aussi TEPCO qui refuse à l'imputer à l'exposition aux radiations. Vous avez pour la première fois le 12 novembre 2011 des journalistes qui ont été autorisés à visiter les ruines de Fukushima Daiichi. Et puis vous avez David Guttenfelder qui en a profité pour prendre des photos pour le compte de la prestigieuse revue National Geographic. La tâche ne lui a pas été rendue facile car les journalistes n'étaient pas autorisés à quitter le bus. Et tout ce qu'il a pu photographier, ça a été des débris, des véhicules renversés, des bassins d'eau stagnantes et du côté des réacteurs, aucun signe de vie, alors que leur compteur Geiger tenu par un travailleur affichait gaillardement ses 300 microsieverts. Ensuite, au sujet du corium, eh bien ça a fait partie de l'actualité à Fukushima cette semaine. Écoutez, plusieurs articles qui sont sortis à ce propos très très troublants. Où on apprend que le corium est en train de percer complètement la cuve là, qui contient le fameux corium qui se trouve à être le combustible nucléaire qui a fondu. Là, on est en train de sonner l'alarme parce qu'il resterait que quelques centimètres. On parle d'une trentaine de centimètres, dépendant des articles 32, 37 centimètres de béton avant d'arriver à la dernière plaque de métal et puis après ça se déverser directement dans le sol. Vous voyez là, c'est vraiment pas ravissant là, ce qui se passe. Ensuite, bon, il est difficile d'établir le tableau de cette décroissance radioactive de ce fameux corium, puisque sachant que le centre de sa masse se trouve au principe aux environs de 3000 degrés Celsius, il n'est guère possible de connaître la température du reste. Il affirmait que si la masse de corium de Tchernobyl qui avait déjà percé la cuve du réacteur rencontrait les masses d'eau contenues dans les sols du réacteur, le mélange des 1400 kg composé d'uranium graphite aurait été susceptible de provoquer une explosion atomique de 50 à 80 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. Là, ça pourrait se produire aussi à Fukushima.
Vous avez le 30 novembre 2011, TEPCO qui a rendu public les analyses concernant le corium, déclarant que dans le pire des cas, toutes les barres de combustible du réacteur numéro 1 pourraient avoir fondu et se retrouver au fond de l'enceinte de confinement, laquelle est recouverte d'une plaque d'acier qui pourrait avoir été érodée à une profondeur de 65 cm. Vous avez une vidéo à voir aussi. Il ne resterait que 37 cm à traverser pour atteindre la feuille de métal. Et rappelons qu'à Tchernobyl, la dalle de béton avait 1 mètre d'épaisseur. Okay. Ensuite, que va-t-il se passer? Bien malin qui pourrait le dire, mais il est probable qu'il sera difficile de donner de bonnes nouvelles. À Fukushima, il y a 68 tonnes de combustible nucléaire dans le réacteur numéro 1 qu'on a admis avoir fondu. Et aux dernières nouvelles, on apprenait le 1er décembre 2011, donc très récemment, qu'un incendie se serait déclaré dans le bâtiment numéro 3. Alors, vous voyez là que réellement, là, c'est encore pire que ce qu'on pensait. Là, la fusion de ce cœur-là est pire que ce qu'on a pu imaginer. Et là, comme je vous dis, on est rendu très proche de voir ce fameux corium descendre dans la terre et puis potentiellement frapper des nappes d'eau souterraines et puis là, assister à une genre d'explosion volcanique, là, réellement, là, de quoi qui pourrait être encore bien pire que ce qu'on a vécu jusqu'à date. 30 microsieverts par heure qu'on a mesuré à Nikko City, Toshigi, à 150 km de Fukushima. Alors, vous voyez, on continue de mesurer des radiations élevées partout comme ça. Vous avez des brèches dans le réacteur, dans la cuve dans la cuve du réacteur numéro 2, qui est extrêmement grave. Ici, on parle on appelle des enquêtes. Alors, vous voyez, toutes sortes de trucs comme ça qui continuent de sortir dans les nouvelles. Et puis pourtant, on n'en parle pas dans les médias. Assez particulier. Donc, on parle ici d'un autre d'expert nucléaire qui dit qu'on doit se préparer pour le pire des scénarios, qu'on devrait installer une barrière à 5 ou 10 mètres sous les réacteurs de Fukushima pour empêcher que le fameux corium descende, qu'on le perde dans la terre. Alors là, réellement, là, on est en train de parler de ce que M. Gunderson, là, ça fait plusieurs mois qu'il a déjà appelé à ce qu'on installe cette fameuse barrière tout de suite sous le complexe de Fukushima pour essayer de faire en sorte que ce truc-là ne se retrouve pas dans le sous-sol, dans la terre, ok? Écoutez, vous avez plusieurs articles à aller voir, là. Je ne vais pas avoir tout le temps de vous les lire. Je vais essayer de trouver les plus importants ici. Du xénon 133 radioactif à 400 000 fois les taux normaux qui ont été détectés dans l'atmosphère suivant immédiatement l'accident nucléaire à Fukushima. Ça a pris 3 mois avant que le volume des substances radioactives retourne à la normale. Alors vous voyez vraiment la taille de la situation, là, réellement l'ampleur de la situation. Mais le xénon qui est censé être sans danger est en fait connu pour causer des hausses dramatiques du cancer du poumon. En fait, il bombarde les humains avec des rayons X très puissants et ensuite se transforme en césium. Alors, on dit que les taux de xénon, les quantités de xénon qui ont été libérées lors de l'accident nucléaire de Fukushima sont les pires qu'on a connus historiquement sur la planète, à 2,5 fois plus important encore que Tchernobyl, hein, pour vous dire. Donc, vous voyez, là, c'est pas des petites histoires. Les 68 tonnes de matériel nucléaire qui a fondu, qui a fusionné dans le réacteur numéro 1, ça, c'est révélé par différents médias. Ensuite, des rumeurs qui commencent à courir au Japon selon laquelle la leucémie serait beaucoup plus élevée, en fait jusqu'à 7 fois plus importante, là, des chiffres plus importants que l'année passée. Donc ça vient de différentes associations médicales et d'hôpitaux, d'associations aussi de gouvernements locaux, alors ainsi de suite. On dira que ça ne s'est pas causé par Fukushima, alors que vous voyez des statistiques ici quand même qui parlent d'elles-mêmes. Alors vous avez 60% du total des leucémies, des cas de leucémie, qui sont en fait dans les plus hauts ratios depuis 1978, depuis qu'on a commencé à compiler ces données-là. Ensuite, on a une autre statistique assez renversante ici. On apprend que 80% des patients proviennent du nord du Japon puis de la région de Kanto. Alors, quand même, c'est incroyable. Et que justement, les régions qui ont le plus haut taux se trouvent à être à Fukushima, ensuite à Ibaraki, Tochigi, et puis Tokyo. Vraiment rien de rassurant là, pour ce que je vous disais là, pour le Japon.
Euh, donc, des cas de leucémie. Si on parle d'un autre journaliste qui est mort d'une leucémie qui vivait à l'intérieur de la zone de 30 km proche de Fukushima, des taux de radiation très élevés qu'on a mesurés dans la pluie. Alors, on parle ici de 29 250 000 becquerels par mètre cube dans le sol. On a trouvé presque le double des tests du gouvernement, du dernier test du gouvernement. Alors, ça continue d'augmenter dans certaines régions, ce qui est vraiment très, très, très inquiétant. Donc, des taux là vraiment incroyables. Quand on dit que écoutez, là, vous vous rappelez là, qu'à Tchernobyl, la contamination par le césium au-dessus de 1 480 000 becquerels par mètre cube requérait une migration, donc les gens devaient être évacués, alors que des taux de 555 000 à 1 480 000 becquerels par mètre cube étaient désignés pour une évacuation temporaire. Et puis là, ben, vous avez des quantités de substances radioactives, comme par exemple à Kashiwa, où on a mesuré des taux de 29 250 000 becquerels par mètre cube. Donc, des taux extrêmement élevés. Alright? Ensuite, vous avez un autre article ici qui parle justement de l'industrie nucléaire dans les pays développés qui ralentit, où on voit carrément plein de pays qui ferment leur programme. Alors, ça s'est produit en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Espagne, au Japon, à Taïwan, au Mexique, en Belgique, en Chine et en Inde. D'autres endroits comme ça où on va réduire nos activités nucléaires. Ensuite, dans d'autres pays aussi, là, on va modifier justement notre programme. D'autres pays comme le Bangladesh, l'Inde, le Vietnam, l'Iran, la Turquie, ainsi de suite. Vous voyez que ça a évidemment affecté grandement l'industrie nucléaire. Plusieurs nouvelles là, comme ça. Ensuite, vous avez la température dans le réacteur numéro 2 qui ont augmenté de façon très anormale. Alors, ça aussi, là, vous voyez là, que ça continue de brasser là-dedans. Là. On est très loin de contrôler là, ce qui se passe. Vous avez des gauches qui ont mesuré des hausses jusqu'à 85,3 degrés Celsius dans ce réacteur-là. C'est censé être beaucoup plus froid que ça. D'autres problèmes dans le réacteur numéro 3 aussi. 65 microsieverts par heure découverts à Tsushima. C'est une école. Le gouvernement en fait, c'est le journal de Asie rapporte que les chercheurs financés par leur gouvernement ont sonné l'alarme. On demande qu'on surveille immédiatement ce qui est en fait des rapports très inquiétants, là, ce qui se passe avec, écoutez, 175 milliards de becquerels en fait qui s'échappent par jour dans une rivière proche de Fukushima. En fait, c'est à 60 km de Fukushima. C'est pas si proche que ça en réalité. Écoutez, là, on a un flot là, dans l'eau là, très, 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 très contaminé. Donc on parle, écoutez, on est rendu dans les milliards de becquerels, là, je veux dire, à un moment donné, là. Je sais pas ce qui va se passer avec ça, mais on fait face à une situation là qui est de plusieurs fois pire que Tchernobyl. OK? Donc, plusieurs nouvelles à aller voir comme ça. Je ne sais pas de faire du catastrophisme, là, mais je veux dire, la situation, elle est catastrophique. Là. C'est assez incroyable. On a trouvé à Taïwan du cobalt 60 et du césium 137 trouvé par des chercheurs sur l'île des Orchides, alors Orchid Island. On dit qu'il n'y a aucun problème pour la santé, évidemment. Voyez un peu ce dossier-là, là, qu'est-ce qu'il y en est. On va y aller maintenant ensuite. Bon, je voulais parler un peu de l'Union nord-américaine. L'Union nord-américaine, ben, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que là, vous avez ce fameux périmètre de sécurité qui est en train d'être établi. Sécurité, pour la sécurité, puis on dit la prospérité et la sécurité, là. Donc, c'est censé finalement être la prospérité, la sécurité de sûrement pas la population, là. C'est évidemment l'élite là, qui est en train de se protéger, là, de se pader comme on veut, là, de consolider son pouvoir en Amérique du Nord. On est en train de mettre en place un périmètre, là, finalement, d'effacer les souverainetés de nos pays. On est en train de fusionner nos pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Donc, on est en train d'intégrer ces deux pays-là, ainsi que nos lois, l'économie, ainsi de suite, là, un paquet d'affaires comme ça. Vous allez voir
des nouvelles que je vous ai laissées par rapport aux OGM qui vont commencer à circuler de plus en plus des États-Unis vers le Canada. Alors, on va continuer de nous inonder de plus en plus d'OGM provenant des États-Unis et on va avoir de moins en moins de pouvoir pour arrêter ces choses-là. Ça inclut aussi l'expansion de la collaboration dans la loi, donc évidemment les services de police et ainsi de suite, les échanges dans le renseignement qui pourraient évidemment dramatiquement affecter la souveraineté et les droits à la vie privée. L'attorney général américain Eric Holder qui a déclaré que le Canada et les États-Unis vont lancer un projet. Alors, en fait, il va être lancé immédiatement. Là. Ça, c'est un article qui datait un peu du passé, puis qui là, je vous ai remis en lien pour vous mettre en perspective, montrer qu'on a les bonnes informations ici. Ça faisait déjà un an qu'on parlait de ça. C'était un projet pilote qui était pour être lancé cette année. Puis là, ben, il va être lancé, là. Et puis qui va faire en sorte que vous avez des policiers qui vont être capables d'opérer des deux côtés de la frontière. Alors, vous allez avoir des policiers américains qui vont être capables d'opérer sur le territoire ici au Canada, en coopération avec les policiers canadiens et vice-versa. Alors, fantastique. J'espère que vous avez hâte de vous faire arrêter, donner un ticket ou quoi que ce soit par les premiers policiers américains qui vont travailler ici. C'est vraiment fantastique. Ben là, on dit que ça, évidemment, que c'est promu, avancé, c'est l'agenda et les intérêts des gens qui ont perpétré un coup d'État sur nos gouvernements, qui contrôlent maintenant nos pays. Donc, c'est les financiers, les banques internationaux, les multinationales, les corporations. Au Canada, ça prend forme le Council of Canadians, qui ont pointé au fait que ces plans-là sont bien avancés. Alors, vous avez cet article ici où on parle justement de cette approbation des OGM qui va commencer à circuler librement et abondamment des deux côtés de la frontière. Alors, c'est fantastique. On va continuer de contaminer notre chaîne alimentaire. Et puis, on ne va pas avoir aucun mot à dire, alors que l'industrie de la biotechnologie, elle, va être absolument délirante de joie en voyant ses profits monter au mépris, si vous voulez, et puis au détriment de notre santé puis de notre bien-être. OK? Et puis, évidemment aussi des petits producteurs locaux, ainsi de suite. Alors, plusieurs articles à aller voir à propos de ça sur la biotechnologie, ainsi de suite, les partenariats qui ont été signés, ainsi de suite, incluant l'étiquetage, l'empaquetage et puis le contenu des produits. Alors, on va tout formaliser, coordonner, harmoniser pour que finalement tout soit égal, pareil, identique des deux côtés de la frontière. Et puis, on va devenir des bons petits Américains. Hein? Donc, le concept même d'être Canadien ou Québécois n'a plus bien de signification réellement. Là. On dit d'ailleurs dans un autre article ici que le chocolat modifié génétiquement sera bientôt consommé par 70% de la population mondiale, c'est-à-dire en réalité 70% de ce qui va être disponible va être du cocoa modifié génétiquement. Donc, on est en train de modifier la nature, vraiment... La nourriture Frankenstein. Donc là, c'est un plan d'action, mais la pire partie de ça, évidemment, que c'est ce plan d'action qui va permettre aux policiers américains d'opérer au Canada. Alors, ça, c'est assez incroyable. Il y a des policiers américains armés qui vont être permis d'opérer au Canada. J'en reviens pas, là. C'est assez incroyable. Donc, ici, un article du journal de Star qui est publié en Ontario, au Canada. Donc, là, c'est assez incroyable, là, où on explique justement que, vous avez d'ailleurs le président Barack Obama et puis le premier ministre Stephen Harper qui se sont rencontrés et qui vont continuer de se rencontrer, qui vont, finalement révéler ce plan, donc, d'action conjoint, finalement d'introduire, écoutez, là, c'est assez incroyable, là, ces nouveaux packages de surveillance de la police et d'opération qui va permettre le suivi des mouvements de quiconque quitte les États-Unis ou du Canada, de rendre ces informations-là disponibles aux autorités des deux pays. Et puis, dans les mois qui vont venir, cette entente entre Ottawa et Washington, ça va remodeler la sécurité, si vous voulez, le transport, le voyagement, les arrangements commerciaux à la frontière d'une façon profonde. Et puis évidemment que c'est en train d'inquiéter plusieurs Canadiens et avec raison. Le pire, c'est que toutes ces négociations-là sont confidentielles.
On n'a même pas le droit de savoir de quoi il s'agit. On est placé devant un fait accompli. Et c'est pas vraiment de quoi qui est bon pour la population, évidemment. Sinon, ce serait pas à huis clos, en discussion privée, loin de la population. Ça, c'est un article. Vous avez plusieurs articles là, qui vont parler de ça. Là. Donc ici, je vous invite à aller vous informer par rapport à ça. Et puis là, vous avez le Canada qui va se joindre, ainsi que le Mexique qui veulent se joindre, écoutez, à ce qu'on appelle l'ALENA. OK, ça fait un peu référence à l'ALENA, si vous voulez, l'accord de libre-échange nord-américain, qui est en anglais le North American Free Trade Agreement, qui a été abrégé en NAFTA, et qui est un traité qui est rentré en vigueur le 1er janvier 1994, qui a créé une zone de libre-échange dans les États-Unis, le Canada et le Mexique, qui finalement a été au détriment des salaires, des conditions de travail des travailleurs, de la population en général, l'appauvrissement, et au grand bonheur des grands patrons, des corporations, des multinationales, des grands financiers, des banquiers. Évidemment, tout le temps la même magouille. Et puis là, on veut créer un ALENA du Pacifique. Un ALENA du Pacifique qui va viser à exclure la Chine. Alors, on est en train de faire un partenariat économique avec tous les gens qui sont en Asie, dans la région du Pacifique, sauf la Chine. Et puis là, le Canada veut se joindre joyeusement à cette entreprise qui est ni plus ni moins une déclaration de guerre économique contre la Chine, sinon une guerre territoriale. Ça, c'est assez troublant aussi de voir ça. Donc, un agenda de Washington ici qui est caché derrière ce fameux ALENA du Pacifique qui vise à subordonner, à rendre, à faire plier les genoux de la Chine, à l'isoler. Alors, un autre article, c'est important à aller voir sur Global Research, écrit par Dana Gabriel, qui parle de ces leaders de 9 pays, qui incluent les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, le Vietnam, Singapour, Brunei, Pérou et le Chili, qui se sont joints ensemble. Et puis là, vous avez le Mexique et le Canada qui veulent se joindre à ce partenariat. Le Japon aussi qui veut en faire pareil et puis en faire autant. Et puis ainsi de suite. Alors, écoutez, tout le monde se joint là-dedans et puis réalise pas ou réalise que finalement tout ça est pour finalement isoler économiquement la Chine. Donc, parlons-en de la Chine puisque c'est un sujet très chaud aussi qu'il faut aborder absolument dans cette émission. Écoutez, on avait commencé à en parler largement la semaine passée et les semaines précédentes, mais ça continue de se poursuivre. Là, vous avez Obama qui provoque carrément la Chine dans une guerre commerciale, là, réellement, là, selon même des experts. Vous avez des projets de loi même qui sont proposés par le président Obama pour consolider le pouvoir américain dans la région asiatique, Asie-Pacifique, si vous voulez. Écoutez, on est en train de tout simplement déclarer une certaine forme de guerre, en tout cas du moins au moins économique, à la Chine. Donc, écoutez, on est en train de créer un nouvel ennemi, mais cette fois-ci, c'est la Chine. Et puis dans ce dossier-ci, vous apprendre aussi que ça va faire avec la Russie. Donc là, vous avez ce fameux ALENA du Pacifique. Et puis ce qu'on appelle le Trans-Pacific Partnership, le TPP en anglais. Qui est, comme je disais, un agenda pour isoler la Chine, qui est finalement une ouverture d'une nouvelle guerre froide, qui pourrait précéder, si vous voulez, une guerre chaude contre la Chine, en fait, une vraie guerre militaire contre la Chine. Peut-être pour essayer de nullifier, si vous voulez, annuler la dette américaine que la Chine détient. Alors, on ne veut pas rembourser la Chine. Alors, évidemment que si on arrive à faire de la Chine un ennemi, à ce moment-là, ça va être très facile de dire de déclarer que là, on ne va pas rembourser un ennemi, donc on va effacer cette dette-là. Donc évidemment qu'on est conscient que l'argent va être impossible à rembourser de toute façon. Là, vous avez la Navy, les forces navales chinoises, eux autres, qui, lors de la Thanksgiving américaine, ont conduit des exercices militaires. En fait, ont annoncé qu'ils vont aussi d'en conduire dans le futur plus tard, dans ce mois-ci, en fait, dans la région du Pacifique. Alors, voyez là que la tension continue de monter dans cette région-là. Les autorités afghanes aussi qui ont demandé à la Russie de l'aide à la vue de la sortie des États-Unis
de ce pays. Alors, ça aussi, c'est assez particulier. Vous avez la Russie aussi qui va envoyer des observateurs au Kosovo pour protéger les Serbes. Alors, la Russie qui trace une ligne dans le sable. Alors, on voit de plus en plus la Russie s'affirmer. L'ours russe se réveille définitivement. Un deal vient d'être signé aussi. La Russie envoie des missiles de croisière à la Syrie. Alors, ça, c'est rapporté par RT. Et puis, ça se trouve être ce qu'on appelle des Bastion Coastal Missile Systems. Alors, Yakont Cruise Missile. Alors, eux autres, écoutez, ça c'est un contrat qui a été signé en 2007. Selon les sources diplomatiques à Moscou et rapporté par les médias russes, on a livré maintenant ces missiles supersoniques à la Syrie. Alors, alors écoutez, chers amis, là, ça vient de commencer à changer la donne militaire aussi dans la région. Des articles qui viennent corroborer cette histoire. Ensuite, vous avez en Russie, toujours dans le dossier de la Syrie, vous avez la Russie qui rejette l'embargo d'armement contre la Syrie. Alors, on veut éviter une répétition du scénario libyen. Alors, la Russie qui s'est vraiment affirmée là, contre la répétition de ce scénario libyen qui est une catastrophe incroyable. Donc, la Russie qui se met vraiment là, bord en bord du chemin de l'OTAN et puis des États-Unis et d'Israël, là, carrément. Ensuite, vous avez la Turquie qui se dit prête à envahir la Syrie. Alors, la Turquie qui se trouve à être maintenant la marionnette à distance pour l'invasion et la conquête américaine de la Syrie. Vous avez aussi des rencontres secrètes à propos en fait de la guerre contre la Syrie. Vous avez des têtes du ce qu'on appelle le Syrian National Council, alors le Conseil national syrien qui a rencontré des leaders de l'OTAN. Et on veut appuyer ce qu'on appelle l'armée syrienne de libération, en fait la Free Syrian Army. Alors le terme exact en français, c'est, je crois que c'est ça, c'est l'armée de libération syrienne, un truc du genre, et qui se trouve tout simplement à être des mercenaires financés, armés et supportés par évidemment les pouvoirs occidentaux ainsi que sionistes d'Israël et des services secrets américains et britanniques. Alors, puis là, ben ces gens-là rencontrent maintenant les têtes carrément de l'OTAN. Alors, vous voyez la situation là en Syrie qui est en train d'évoluer, si vous voulez, en une genre de fausse guerre civile. Donc, on a clairement ici là des marionnettes de l'OTAN qui s'appellent les Free Syrian Army, donc l'armée de libération syrienne, et puis le supposé Conseil transitionnel national libyen qui sont en train de se mettre ensemble là, pour finalement là, monter une attaque de déstabilisation, de renversement du régime d'Assad en Syrie, et qui va agir comme étant, si vous voulez, l'excuse publique pour dénier que c'est l'OTAN qui a fait quoi que ce soit. Mais en réalité, ce sont des paravents, des pions carrément de l'OTAN qui sont mis en place tranquillement pour y arriver. Un autre article ici qui parle de ça, 600 Libyens qui sont déjà en Syrie en train de se battre. Ce qu'on appelle des Freedom Fighters, bien sûr. Des Freedom Fighters, ce ne sont pas des rebelles, ce sont des mercenaires, chers auditeurs, des mercenaires. Que ce soit en Libye ou en Syrie, ce sont des mercenaires privés, des terroristes, des anciens d'Al-Qaïda, et ainsi de suite. Réellement, là, c'est en train de brasser. J'en ai pas mal passé la semaine passée, là. J'en ai pas mal parlé, excusez-moi, je déparle. Donc, l'Al-Qaïda, ensuite les terroristes de l'Al-Qaïda qui sont transportés de la Libye vers la Syrie pour aider l'opposition là-bas. Donc, les mêmes maudits terroristes qui ont combattu les troupes américaines en Irak et qui ont aidé l'OTAN à renverser le colonel Kadhafi sont maintenant transportés via les airs vers la Syrie pour aider les rebelles là-bas, les fameux mercenaires engagés en carton pour renverser le président Bachar al-Assad. Alors là, vous avez le fameux Conseil transitionnel libyen là, qui a accepté d'envoyer de ces combattants-là en Syrie. Vous voyez, c'est vraiment gros comme le bras. J'en parlais la semaine passée, je tiens à en reparler parce que ce sont des nouvelles absolument cruciales et puis ça se confirme par une multitude d'autres nouvelles, des sources différentes. Vous avez des millions qui se sont réunis dans différents endroits publics en Syrie pour exprimer la condamnation de la Ligue arabe
de supporter les sanctions contre la Syrie. Pendant ce temps-là, en Libye, ben là, vous avez des milices rivales qui se battent, sont en train de réellement avoir une vraie guerre civile qui est en train de s'installer en Libye. Alors, bravo à l'intervention de l'OTAN des États-Unis, c'est vraiment super de voir ça. Les gens commencent à se taper sa gueule là-bas. C'est vraiment c'est toute une amélioration, c'est tout un modèle qu'on espère pouvoir reproduire partout et prochainement en Syrie pour le bas prix de quelques millions de dollars. C'est fantastique, appelez-nous SOS Pentagone Israël. Vraiment, là, c'est superbe de voir ça. Là, vous avez les États-Unis qui envoient 4 de ces destroyers, des bateaux de guerre, qui vont maintenant se positionner au large de l'Espagne pour rejoindre ce fameux missile, ça fait ce bouclier de missiles européens. Ça, c'est rapporté par The Business Insider. Évidemment que ça va évidemment provoquer, irriter intensément la Russie et la Chine. Et militairement, ça pourrait signifier une guerre mondiale, ça pourrait déclencher une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale. Le prospect qu'on en parle depuis plusieurs semaines ici, on en a parlé abondamment là, durant la session automne, et puis c'est à peu près ce qui est le plus important, et c'est pour ça qu'on en a parlé autant. Donc là, la Russie qui discute d'un bouclier antimissile avec l'Iran et la Chine de son côté. Wow! Alors, mémo de la Russie au Pentagone américain, échec et mat. Imaginez si vous avez un missile, un bouclier antimissile, incluant la Russie, la Chine et l'Iran. Aïe aïe. La Russie qui a activé des systèmes de radar de détection. Ça, c'est en réponse, là, en train de répondre, si vous voulez, au déploiement du plan américain de ce fameux bouclier antimissile en Europe. Ensuite, ben, vous avez d'autres types de missiles, les YARS, systèmes d'alerte qui ont été mis en place. C'est des ARS-24, des missiles balistiques des missiles balistiques intercontinentales. Et puis, ben là, c'est la division Tekovo de missiles dans le centre de la Russie qui sont en train de redéployer ces missiles-là qui ont des portées de plusieurs milliers de kilomètres. Okay? Des missiles qui rend le système de défense américain complètement obsolète parce que leur avancement et leur précision est sans précédent. Donc là, vous voyez, là, les forces sont en train de se mettre en place. Là, c'est vraiment particulier. Donc, les États-Unis qui font face à une menace russe qui pourrait aussi, les autres, leur couper accès à l'Afghanistan. Ça, c'est rapporté par des Australian.com. Alors, les États-Unis qui ont menacé la Russie a menacé de couper les lignes, les voies d'approvisionnement. La seule alternative que les États-Unis puis l'OTAN ont pour se rendre en Afghanistan, pour acheminer des vivres et puis du matériel militaire aux troupes qui sont au nombre de 130 000, incluant les Australiens et d'autres nations comme le Canada, ainsi de suite, qui pourraient finalement se retrouver complètement isolés parce que vous vous rappelez que ben écoutez, je me rappelle plus si on en a parlé la semaine passée ou c'est arrivé cette semaine, là, j'ai un petit blanc, mais vous avez le Pakistan qui a été attaqué, hein, je crois on en a parlé la semaine passée, le Pakistan qui a été attaqué, 24 personnes qui ont été tuées comme ça par l'OTAN, par une attaque par drone, hein, des drones commentés à distance, et puis on a largué des bombes dessus un camp, on a tué 24 soldats pakistanais comme ça, sans raison, il n'y avait aucun combat, aucune menace, absolument rien. Alors le Pakistan a été évidemment extrêmement fâché, a coupé les routes d'approvisionnement immédiatement et a annoncé que c'était pour être permanent. On a demandé aux Américains de quitter les bases militaires. On va refuser de participer au sommet de l'Afghanistan. Écoutez, là, vraiment au niveau diplomatique, là, les États-Unis puis le Pakistan, là, leur histoire, là, c'est fini, là, c'est rompu, là. Il y a des généraux pakistanais qui ont demandé à leurs troupes là, maintenant d'ouvrir le feu contre l'OTAN s'il était pour traverser encore et puis finalement transgresser leur espace aérien ou territorial, même que ce soit terrestre ou aérien, là. Et puis d'ailleurs, on a abattu un de ces drones-là durant la fin de semaine, un drone américain qui traversait la frontière vers le Pakistan pour faire de la surveillance. Et puis là, vous avez les forces pakistanaises qui affirment l'avoir abattu.
Puis là, d'un autre côté, vous avez la Russie qui menace de fermer les autres routes d'approvisionnement vers l'Afghanistan. Voyez-vous un peu là ce qui est en train de se passer? Aïe aïe, aïe aïe. La Russie qui est en train d'armer le Cuba maintenant, donc dans la cour des États-Unis, en train de faire le même coup aux États-Unis que les autres se font faire. Alors, on est en train de réinstaller vraiment une guerre froide. Là, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez des contracteurs russes là, qui ont promis de fournir de l'équipement de production pour construire des canons 6.52 mm, ainsi de suite. Alors, réellement, là, vous voyez qu'on ne parle pas évidemment d'armes nucléaires, là, mais oups, hein, il y a un gros oups. Ensuite, on parle ici de l'OTAN qui devrait retirer 40 000 troupes l'année prochaine de l'Afghanistan, mais qu'on dit que la guerre n'est pas terminée. Alors, évidemment, on est en train de dire que finalement, les États-Unis ne vont jamais quitter l'Afghanistan. On le savait depuis bien longtemps. Hein? Donc, une autre nouvelle à aller voir. On paye les combattants talibans plus de 1000 livres sterling par mois. Alors, c'est un article qui sort de l'Angleterre. Alors, ça équivaut à, je sais pas, environ 150 $, à peu près ça. Là. Je ne sais pas trop le taux de conversion exact. Là. Alors, on paye ces combattants talibans pour faire en sorte qu'ils arrêtent de tirer sur les troupes américaines et puis britanniques. Alors, vous voyez, c'est comme ça que on gère le conflit là-bas parce qu'on est complètement impuissant. Donc, on va y aller une petite pause musicale puis on se retrouve après encore avec d'autres nouvelles. Donc voilà, le temps court. Alors, c'est ça. Allez voir ça, le dossier du Pakistan. Là. Je vais vous laisser toutes les informations. Les 24, vous avez des photos, là, les 24 soldats pakistanais qui ont été tués comme ça complètement gratuitement là, par l'OTAN. Écoutez, les bombardements qui ont duré plus de 2 heures alors qu'on avait appelé on appelait à l'aide pour que les bombardements arrêtent immédiatement. On a complètement ignoré ces appels des autorités pakistanaises. On a continué à bombarder. Donc, écoutez, évidemment que là, ça va faire très mal aux approvisionnements américains. Là, écoutez, vous avez à peu près 100 camions de pétrole qui passent par là par jour, ainsi que 200 autres camions qui sont remplis de matériel pour l'OTAN qui traverse à chaque jour du Pakistan vers l'Afghanistan. Donc, vraiment un dossier très chaud. Les États-Unis qui ont refusé de s'excuser, ont juste dit qu'ils regrettaient que ça se soit passé. Évidemment que le Pakistan est absolument furieux contre cette attaque gratuite et puis qui est à l'intérieur du pays. C'est un acte de guerre, là. C'est tout simplement ça, là. Donc, vous allez trouver plusieurs articles qui détaillent de cette relation qui est en train de descendre aux enfers, la guerre qui s'en vient contre le Pakistan. Là, et vous avez même les gens de la propagande, la BBC, qui ont produit une vidéo, qui sont en train de tout simplement déclarer le Pakistan le nouvel ennemi. Hein, on est en train de réécrire 10 ans d'histoire pour finalement faire paraître le Pakistan comme étant le nouvel ennemi. Et on sait qu'on est en train de vouloir faire détacher les régions du Baloutchistan dans le nord et le Waziristan là, dans le nord du Pakistan, parce que ce sont les lieux où les lignes de pipeline d'acheminement du pétrole et de gaz naturel contrôlées par les pétrolières occidentales devraient passer. Alors, vous voyez tous les enjeux là, évidemment réels là, qui se passent là. Là, on a accusé l'Al-Qaïda d'avoir tenu en otage des Américains au Pakistan. Alors, ça c'est en fait un Américain. Là, là on a essayé de démoniser l'Iran là, avec ça cette semaine en accusant le groupe de Ayman al-Zawahiri. Et puis on en a parlé ici sur l'émission, je vais vous le répéter. Là, vous avez une série de ces gens-là qui travaillent pour la CIA, puis lui d'ailleurs travaille aussi pour la CIA. Ce sont des gens en carton, encore là, des faux ennemis préfabriqués pour vous faire peur. C'est la même affaire avec écoutez, les membres du groupe de terreur marocain Salafi Djihadi qui ont combattu pour la CIA en Afghanistan, en Tchétchénie, en Bosnie, au Kosovo. Vous avez celui qui a bombardé le USS Cole, Jamal al-Badawi, qui a travaillé pour la CIA, qui a combattu pour la CIA en Bosnie. Vous avez Zakaria Massouaoui,
qui a combattu pour la CIA en Tchétchénie. Vous avez Khalid Sheikh Mohammed qui a combattu pour la CIA en Afghanistan. Sheikh Omar Abdel Rahman qui a combattu pour la CIA en Afghanistan. Vous avez la tête du djihad islamique égyptien, Ayman al-Zawahiri, qui a combattu pour la CIA en Bosnie. Vous voyez ces gens-là? Son frère Zayman al-Zawahiri, qui a combattu pour la CIA au Kosovo. Abdul Azam, un des fondateurs idéologiques du Hamas, qui a combattu pour la CIA en Afghanistan. Alors comprenez-vous un peu que tous ces vieux musulmans sont desquels vous devriez être absolument épeurés, terrorifiés, qui voudraient prendre vos bébés puis les lancer dans les airs, vous empaler avec des lances. Travaillent tous pour la CIA. C'est tous des dossiers qui sont maintenant exposés. Ben, vous avez cette fameuse tête du djihad islamique égyptien, là, Ayman al-Zawahiri, qui, lui, écoutez, est un gars qui a travaillé pour la CIA en Bosnie. Et puis, c'est supposé être ce gars-là qui aurait kidnappé un Américain et qui donnerait maintenant un argument aux Américains pour envahir le Pakistan. Voyons donc, là. Donc plusieurs nouvelles comme ça, là. Concernant le Pakistan, et puis vous devez être vraiment là, au parfum de ce qui se passe là. Vous avez le gouvernement chinois, vous avez des officiels du gouvernement chinois qui ont déclaré qu'une menace américaine contre le Pakistan serait une menace considérée comme une menace contre la Chine. La Chine qui a tenu des exercices militaires très importants proches du Pakistan, à une réponse du build-up des troupes américaines dans la région. Oups! La Chine qui se mêle de ça. Oui, ok, parce que là, vous devez comprendre que les États-Unis vont aussi aller en guerre contre le Pakistan pour déstabiliser le Pakistan avant potentiellement d'attaquer l'Iran et pour finalement arriver à sa cible finale, une guerre contre la Chine. Vous avez des sources diplomatiques pakistanaises citées par le Times of India que la Chine a averti en termes très clairs et sans équivoque que quelque attaque contre le Pakistan serait considérée comme étant une attaque contre la Chine. Ça, c'est des trucs très importants à prendre en ligne de compte. Les troupes de l'OTAN qui ont reçu l'ordre de ne pas s'approcher de la zone, ce qu'on appelle AFPAC, alors la zone de la frontière afghane et pakistanaise. On parle d'une sortie de style du Vietnam où vous avez la Russie qui pourrait vraiment lancer le coup fatal à l'OTAN dans ce théâtre de guerre pakistanaise-afghane. Écoutez, on pourrait tout simplement coincer ces troupes-là directement sans approvisionnement. Donc, imaginez, vous avez possiblement aussi le Pakistan qui pourrait refuser aux États-Unis puis l'OTAN d'utiliser leur espace aérien. Alors, si ça c'est fait, là, vraiment, c'est la fin des troupes là, occidentales en Afghanistan. Là. Vous devez bien comprendre. Là. Donc, voilà pour ce dossier-là. Vous avez tellement de dossiers, c'est tellement hallucinant. Donc, le Pakistan, là, on en a terminé. Ensuite, écoutez, on pourrait aborder rapidement avant la fin l'Iran. Vous avez cette histoire de l'ambassade là, de britannique en Iran là, qui s'est faite réellement envahir par des manifestants et puis tout. L'Iran qui a passé des lois pour expulser l'ambassadeur britannique. Évidemment, les Britanniques qui ont été outragés par leur ambassade qui a été attaquée là, à Téhéran. Sauf que là, elle n'était même plus considérée comme une ambassade parce qu'elle avait été vidée. Ok, donc ensuite vous avez des explosions qui ont secoué la ville de Isfahan en Iran, proche d'une installation nucléaire clé là-bas. Alors voyez qu'on commence à voir peut-être d'autres actes de sabotage en train de se produire là-bas. Vous avez des rapports australiens qui rapportent une seconde explosion dans la ville de Isfahan. Alors, est-ce qu'Israël a déjà commencé à attaquer l'Iran? La question se pose. L'Iran affirme avoir abattu un drone de reconnaissance américain, je vous en parlais un peu plus tôt. Les États-Unis qui ordonnent les firmes étrangères de ne pas conduire de business avec l'Iran, alors que l'Iran et puis différents experts avertissent que des sanctions plus sévères qui sont discutées un peu partout pourraient propulser les prix du pétrole à
écoutez, là, à des niveaux là, de 200, 250 dollars le baril. Alors, est-ce que ça vous tente? Alors que vous avez des candidats présidentiels républicains américains comme Newt Gingrich qui, eux autres, appellent pour des attaques militaires contre les raffineries pétrolières iraniennes pour supposément arrêter le programme nucléaire iranien. Alors, vous voyez la gang de psychopathes comme ça, ben, ils s'en foutent le prix que vous payez, vous autres là. Les prix, ils doubleront, eux autres, ils ont plein de cash, là, de toute façon. Voyons donc, là. L'Iran qui réplique qu'il pourrait envoyer plus de 150 000 missiles vers Israël s'ils étaient attaqués. L'Iran pourrait paralyser la vie en Israël, disent-ils. Et puis là, vous avez des officiels américains qui déclarent que l'Iran ne devrait pas déclarer de telles menaces, alors que alors que c'est les États-Unis, l'OTAN et Israël qui, depuis des mois et des années, ne cessent de parler d'attaquer militairement l'Iran. Mais l'Iran ne devrait pas faire de menaces, par contre, ne devrait pas chercher à se défendre, bien sûr que non. Hein? Donc, vous voyez quand même là des types de scénarios assez incroyables. Là. Alors, les prix de pétrole pourraient facilement doubler si on commençait à attaquer l'Iran. L'Iran qui n'oppose aucune menace aux États-Unis selon la Russie. On déclarait ça de façon diplomatique. Ils ont bien raison. Évidemment, dans les États-Unis, on pourrait commencer en disant que en réalité, l'Iran n'a pas attaqué de pays étrangers depuis excessivement longtemps. Excessivement longtemps. Par contre, les États-Unis, écoutez, on pourrait parler juste là à partir de la révolution iranienne en 1979, là. Juste dans cette période de temps-là, là, l'Iran n'a pas attaqué quiconque, n'a pas envahi aucun autre pays à part la guerre qu'il y a eu réellement entre l'Iran et l'Irak, là. Alors que durant cette même période, là, entre 1979 et aujourd'hui, les États-Unis, officiellement une nation séculaire de prédominance chrétienne, ont attaqué des dizaines de nations en partant de l'El Salvador en 1980, la Libye en 81, le Liban en 82-83, l'Égypte 83, le Grenade 83, l'Honduras 83, le Tchad en 83, le Golfe Persique en 84, la Libye 86, Bolivie 86, l'Iran 87, le Golfe Persique 87, Koweït 87, l'Iran 88, l'Honduras 88, Panama 88, en Libye 89, Panama 89, Colombie, Bolivie, Pérou 89, Philippines 89, Panama 89, 90, Libérie 90, l'Arabie Saoudite 90, l'Irak 91, le Zaïre 91, le Sierra Leone 92, Somalie 92, la Bosnie-Herzégovine 93 jusqu'à présent, Macédonie 93, Haïti. Hey, ça continue là de même là, je pourrais vous les nommer jusqu'à demain matin là. On continue jusqu'au Yémen en 2008, Haïti 2010, etc., etc., etc. Donc c'est qui le danger pour la paix mondiale? Tu sais? C'est qui devrait arrêter de faire des menaces, puis non seulement des menaces, mais excusez, d'attaquer pour de vrai des autres pays à travers le monde, partout, sans cesse, tout le temps. La Chine a déclaré qu'il protégera même l'Iran, même si ça signifie la Troisième Guerre mondiale. Wow. La Chine ne va pas hésiter, dit-on, de protéger l'Iran, même avec une Troisième Guerre mondiale. Vous avez les vidéos nécessaires ici pour aller voir ça, vérifier ces citations par vous-même. Alors que c'est Israël qui pourrait bombarder l'Iran sans même informer les États-Unis, n'avertir qui que ce soit. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, réellement, là, je vais vous poster cette semaine les 70 pages là, de nouvelles sur l'Iran, étant donné que le temps des fêtes arrive, on n'aura pas le temps de tout parler de tout le reste, là. Ce sera pour votre bien dans un dossier particulier à ça. Donc, dossier très important. Ensuite, ben, que nous reste-t-il? Il nous restait le très lourd dossier. Ça, je crois que je vais attendre la semaine prochaine. On finira avec un petit peu de nouvelles de l'économie au lieu. Il y a une dérape totalitaire aux États-Unis. J'en ai parlé un peu la semaine passée là, avec cette fameuse nouvelle loi qui permettrait d'enfermer les Américains, les torturer, les faire disparaître, les mettre en prison pour tout simplement des présumés liens au terrorisme ou quoi que ce soit. Réellement, finalement, l'État totalitaire qui est en train de descendre aux États-Unis, réellement. Là, je vais vous en parler tout en détail là, parce que c'est un dossier très important. Je ne peux pas vraiment là, vous déployer ça en quelques minutes, là, étant donné que l'émission achève. Donc, on va terminer avec
avec des dossiers avec les dossiers de l'économie. Alors, en économie, ben écoutez, ça continue de bardasser. Vous avez American Airlines qui s'est placé sous la loi de la protection contre la faillite. Réellement, là, vous voyez que l'économie ne va pas bien, mais le tourisme ne va pas bien non plus. Évidemment, les gens sont complètement terrifiés de se faire fouiller, intercepter, palper, zapper par les scanners de la TSA aux États-Unis. Alors, vous avez une grosse chute dans l'achalandage touristique aux États-Unis, et avec raison. Vous avez le S&P 500 index qui a eu la pire Thanksgiving depuis 1932, en plein milieu de la crise européenne, évidemment. Donc, vous avez des gens là, qui ont cessé de consommer réellement. Là, vous avez un petit pic là, durant ce qu'on appelle le Black Friday. Ça a été à peu près tout. Après ça, grosse nouvelle très très importante. Ici, plusieurs articles qui font état de ça, où on apprend que la Fed aux États, la Federal Reserve, la banque centrale, qui est en fait une banque privée, possédée par des banquiers privés, ben, j'en avais parlé un peu dans les émissions précédentes. Là, vous avez des chiffres, différents chiffres. Ici, on parle, en tout cas, ce sera le minimum, c'est le chiffre le plus conservateur que j'ai vu. Donc, je vais vous livrer celui-là. Là. À mon avis, c'est bien pire que ça. Mais on parle, on parle de ce fameux plan de sauvetage de 700 milliards de dollars qu'on avait supposément prêté aux banques américaines et étrangères. Ben, c'est pas 700 milliards de dollars, c'est au moins 10 fois plus. Vous avez bien entendu, au moins 10 fois plus. C'est 7,7 trillions de dollars à 0% d'intérêt qui a été prêté par la Fed aux banques privées américaines, qui ensuite l'ont prêté à 3% d'intérêt au gouvernement américain, c'est-à-dire que les payeurs de taxes américains vont devoir payer 3% pour rembourser cet argent-là. Avez-vous compris là, ce que je viens de dire? Avez-vous compris la fraude incroyable? Je répète encore, la Fed aux États-Unis, la banque centrale, qui se trouve pas être une banque contrôlée par le gouvernement, une banque centrale contrôlée par le peuple, c'est une banque centrale qui est privée, c'est une corporation, une compagnie. Eh bien, eux autres, ils créent de l'argent de nulle part, ex nihilo, ils créent de l'argent de nulle part. On prêtait cet argent-là à 0% d'intérêt, 7,7 trillions de dollars, si vous préférez 7 700 milliards de dollars, qu'on a prêté à 0% d'intérêt aux banques privées américaines, qui l'ont ensuite prêté à 3% d'intérêt au gouvernement américain. Allô? Parlez-moi d'une banque, d'une fraude bancaire sans précédent, qui a permis de voler, d'engranger des dizaines et des centaines de milliards de dollars de profit complètement gratuitement comme ça, de façon complètement frauduleuse par les banquiers privés. Réellement, là, c'est absolument incroyable. Scandale total. Donc, plusieurs articles là, ici là, à vous pour voir. C'est pour le même type de raison pourquoi les banquiers sont allés à la guillotine avant Louis XIV et Marie-Antoinette. C'est la même raison, puis vous l'avez directement sous les yeux, directement dans votre figure. Est-ce que vous comprenez maintenant le mouvement Occupy Wall Street réellement? Là? C'est ça, là. C'est de ça qu'on parle. Puis là, ben, dans d'autres articles ici, ben, écoute, on parle de 13 milliards ici, de profits que les banques ont pu faire ici. Vous voyez, différents articles qui parlent de ça. Il y a un autre article qui parle de 8 trillions de dollars qui auraient été passés au lieu des 7,7. Bon, on commence à jouer dans les chiffres, là. Vous avez des fonds mutuels japonais qui, vraiment les tops, là, qui vendent des bons du trésor belge, espagnol et italien. On parle ici de la mort de la zone européenne, ou en tout cas de la zone économique européenne et de l'euro, rapporté par le journal Telegraph. Alors, on parle évidemment d'un spectacle désolant, de l'effondrement de l'euro. Et on pourrait parler d'effondrement d'ici quelques jours. On a essayé de sauver la zone européenne. Vous avez le FMI puis différentes banques se sont mis ensemble pour arriver à un package là, au-dessus de 500 milliards d'euros
pour sauver l'Italie, l'Espagne et la zone européenne. Rapporté toujours par le Telegraph. Alors, en réalité, c'était 500 milliards de livres sterling, ça fait quoi, 600 milliards d'euros ici, alors qu'il aurait fallu des trillions de dollars pour y arriver. Et puis, ben écoutez, vous avez plusieurs articles ici qui parlent bon, de cette fraude encore là, et puis aussi en fait de la peur des banquiers centrales, et puis vraiment de voir les mouvements désespérés de ces banquiers-là pour essayer de sauver la zone européenne. Mais en réalité, c'est une crise, ce n'est pas une crise financière, chers auditeurs. C'est vraiment là euh, un vol. C'est un vol par les banques qui est coordonné. C'est coordonné par les centres majeurs là, des banques centrales dans le monde. Et qui réellement qui est organisé par l'oligarchie qui est en place, l'oligarchie mondiale. Donc, vous avez évidemment la plupart des banques majeures américaines et européennes qui sont complètement insolvables, n'ont aucun argent. Je veux dire, ces banques-là sont dans le trou bien raide. Et puis, la dette est évidemment trop grande pour être remboursée, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez 6 révélations choquantes ici à propos du gouvernement secret de Wall Street, où on apprend que justement le gouvernement secret, en fait les plans de sauvetage secrets de Wall Street ont totalisé plus de 7,7 trillions de dollars, comme je disais, 10 fois plus que le 700 milliards qui était prévu. Alors, vous voyez bien que ces décisions de sauver ces gens-là étaient évidemment pour s'enrichir, alors étaient complètement pour les intérêts des gens de Wall Street, des firmes de Wall Street et puis des banquiers privés. Il se trouve que les supposés théoriciens de la conspiration qui parlaient de Goldman Sachs avaient raison depuis le début, alors qu'on apprend dans différents articles, dont un qui s'appelle Hank Paulson's Inside Jobs, on apprend les liens très étroits entre les différents acteurs au plus haut niveau, comme Hank Paulson aux États-Unis, et puis Goldman Sachs. Okay, Paulson, qui a déjà été un CEO et puis un chairman de Goldman Sachs de 1999 à 2006. Évidemment qu'eux autres s'est chargé de l'information critique, ont reçu de l'argent de façon réellement complètement là, sans regard à la loi, sans réglementation ou quoi que ce soit. C'est vraiment de l'argent, des nombres astronomiques qui s'est déplacé des payeurs de taxes américains vers les banquiers privés. Parce que finalement, c'est Goldman Sachs qui est au contrôle de l'État américain, entre autres. Donc, voilà, des nouvelles comme ça qui continuent d'affubler, tout aussi troublantes les unes que les autres. On demande de se préparer pour la fin de la zone euro. Les banques ont reçu cette alarme cette semaine. Alors, on a demandé aux banques de se préparer. La Grande-Bretagne qui, elle aussi, entre dans une autre dépression. Et puis, on parle bon, de toutes sortes d'articles comme ça qu'on va essayer là, justement d'arrêter cet effondrement de la zone européenne, mais que évidemment que ça ne servirait absolument à rien. Vous avez des différents graphiques ici qui montrent les taux d'endettement des plusieurs pays, des taux d'endettement global sur la planète qui ne cessent d'augmenter. Écoutez, des chiffres là réellement vraiment incroyables. Écoute, on imprime de l'argent, ça vaut absolument plus rien. Et puis on apprend que à travers l'histoire, le total de la dette comparée là au produit intérieur brut dans temps de guerre, tu sais, vous savez quand les nations s'endettent le plus là, quand ça coûte le plus cher, c'est en temps de guerre où on atteint des taux d'endettement de 200% là. Aujourd'hui, on n'est même pas en temps de guerre officiellement, là, puis on est dans des taux de 310%. Donc vous voyez que ça n'a aucun sens là. Et puis vous avez des hausses, vous savez, comme aux États-Unis, la dette qui a sauté là, de 55 milliards de dollars en une seule nuit comme ça, d'une journée comme ça.
On avait passé le cap des 15 trillions de dollars il y a une semaine, on est déjà rendu à 15,1 trillions, pour vous dire. Donc, c'est complètement débile, là. Réellement, là, c'est un dérapage total. Et puis là, vous allez voir une série d'articles justement sur des d'évaluation des notations, des cotations là, de différentes banques et plusieurs pays, banques centrales, ainsi de suite. Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup, ainsi de suite. Plusieurs pays comme ça qui sont décotés aussi. Donc, évidemment, que le mouvement coordonné des banques centrales n'a absolument solutionné rien, quoi que ce soit. Vous avez la Egan-Jones qui a décoté la cote de crédit de la France, et ainsi de suite. Alors, ça va continuer. Là, plusieurs, en fait, banques européennes ont été averties qu'ils pourraient être décotées. Alors, vraiment, là, c'est catastrophique ce qui se passe. Alors, voilà, c'est tout pour nous cette semaine, chers auditeurs. On continue la semaine prochaine sur notre poussée dans ce domaine-là aussi. Donc, d'ici là, portez-vous bien, puis on se retrouve la semaine prochaine, nous autres, pour la dernière émission de la saison. Alors, je salue bien bas. Ciao, c'était François Margin pour l'autre monde. Bye bye tout le monde.